Le débat africain, Alain Foucault. On la présente comme la monnaie qui va enfin pouvoir intégrer les 80% des ménages africains qui ne peuvent avoir un compte à la banque. Certains la voient comme une opportunité pour en finir avec le diktat des institutions financières, notamment en Afrique où la monnaie est souvent si volatile. Jack Dorsey, le PDG de Twitter de retour d'une tournée en Afrique, en voyant son évolution et l'intérêt qu'il suscite sur le continent, postait un tweet enthousiaste en ces termes. L'Afrique définira le futur, particulièrement celui du Bitcoin. Il a investi avec le célèbre artiste producteur Jay-Z près de 24 millions de dollars pour son organisation en Afrique et en Inde. Le Bitcoin, c'est quoi cette monnaie virtuelle qui suscite tant d'intérêt, qui depuis son lancement en 2009 a dépassé la valeur record de 50 000 dollars? C'est vrai qu'ils sont quelques-uns à s'être enrichis au sud du Sahara avec elle, et d'autres ont même créé leur propre Bitcoin. Mais qu'est-ce que c'est exactement la crypto-monnaie? Comment fonctionne-t-elle? Quels sont ses avantages et ses inconvénients? Quel crédit lui accorder? Comment expliquer sa fulgurante ascension? Est-elle fiable? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche aux crypto-monnaies et son développement spectaculaire en Afrique, avec sur ce plateau plusieurs invités, plusieurs spécialistes et acteurs de cette monnaie virtuelle. D'abord, M. Émile Parfait-Simb, le PDG de Global Investment Trading SA, une entreprise spécialisée dans le trading des crypto-monnaies, c'est-à-dire l'achat et la vente de la crypto-monnaie en temps réel. Son entreprise, qui a été élue meilleure société d'investissement en crypto-monnaie en 2019 et 2020, détient désormais sa propre crypto-monnaie, baptisée Simcoin, qui est rentrée à la bourse le mois dernier sur le marché russe et est en négociation sur le marché anglais. Elle possède également un centre de formation au trading des crypto-monnaies. Bonjour, Monsieur Émile Parfait-Simb. Bonjour, Monsieur Alain Foucault. Notre second invité est Monsieur Daniel Ouedraogo, professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine, grand connaisseur de crypto-monnaies. Bonjour, Monsieur Daniel Ouedraogo. Bonjour, Monsieur Alain Foucault. Troisième invité de ce plateau, Monsieur Didier Lukaku, le directeur des affaires juridiques et de la réglementation de la COSUMAF, la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale. Bonjour, Monsieur Didier Lukaku. Bonjour, Monsieur Alain Foucault. Alors, j'ai envie de commencer par le professeur qui est sur ce plateau, Monsieur Ouedraogo. On entend beaucoup parler de crypto-monnaie. Chacun nous explique ce que c'est, le Bitcoin. J'avoue que depuis que je fais cette émission, je n'ai jamais eu autant de mal à comprendre ce que c'est exactement. C'est quoi le crypto-monnaie? Je ne sais même pas si on dit là ou le, finalement. D'abord, j'aimerais dire que l'idée de la crypto-monnaie est ancienne. Elle remonte à plusieurs décennies. L'idée, en fait, de départ, c'était que les populations se rendaient compte que de la mauvaise gestion de la politique publique, notamment lorsque les banques centrales n'étaient pas indépendantes. Il y avait ce qu'on appelait d'abord les monnaies privées. Vous savez que le déficit budgétaire était souvent financé par la politique monétaire. Donc ça, c'était source d'inflation, voire d'hyperinflation. Donc c'était source d'incertitude et donc ça contribuait à effriter la confiance des populations vis-à-vis des pouvoirs publics. Donc c'est dans cet esprit-là qu'est née, au lendemain de la crise de 2008, une monnaie privée, mais dans l'objectif de pouvoir la diffuser dans le monde entier. Ces créateurs ont utilisé une technologie qui est la cryptographie afin de pouvoir la diffuser dans le monde entier, afin que tout le monde puisse l'utiliser dans la mesure où la crise a touché toutes les économies du monde entier. Voilà un peu la philosophie. Alors, ça veut dire des gens se réveillent un matin en disant on ne fait plus confiance à l'État, on ne fait plus confiance à ces gens-là qui gèrent notre argent, nous allons créer notre propre monnaie. Mais quel crédit accorder à ça? Comment peuvent-ils fonctionner? Justement, c'est tout. Le problème, c'est que certes, l'idée de base part d'un bon sentiment, mais il y a des garde-fous. Notamment, comme la monnaie n'est pas supervisée par une autorité supranationale, comme c'est le cas d'une monnaie traditionnelle qui est gérée par une banque centrale, il y a des dérives qui peuvent apparaître. Et pour le cas du Bitcoin, le premier élément, c'est qu'il y a des acteurs spéculatifs qui peuvent être sur le marché. C'est-à-dire que vous savez que la monnaie a trois fonctions principales. C'est une unité de compte et elle sert aussi à faire des transactions, mais aussi elle est un outil de réserve de valeur. Dans ce sens-là, certaines personnes peuvent venir utiliser le Bitcoin juste pour s'enrichir. C'est-à-dire que comme la quantité de Bitcoin est limitée, ils vont adopter des stratégies spéculatives dans l'espoir d'augmenter le prix du Bitcoin et pouvoir s'enrichir. Bref, ils vont spéculer parce que là, ça devient un peu technique. Alors, j'ai envie de comprendre. Monsieur Simb, j'entends Bitcoin, j'entends crypto-monnaie, etc., etc. C'est quoi le Bitcoin? C'est quoi la crypto-monnaie? C'est la même chose et comment ça marche? Je vais aller très rapidement et plus explicite. Le Bitcoin ou crypto-monnaie, c'est la même chose. C'est une monnaie qui a été créée en 2009, après la crise des subprimes. Oui, comme vient de le dire M. Ouedraogo.
Voilà. En fait, l'idée principale, comme M. Ouedraogo a dit, c'était de décentraliser le système bancaire. Nous sommes au XXe siècle, je dois aller très vite. C'était pour rendre les transactions financières plus rapides. Voyez-vous, aujourd'hui, si je suis au Cameroun, actuellement là, je suis en Tunisie, pour faire un virement de 1 million au Cameroun, ça risque de me prendre 1 semaine, parfois 2 semaines. Quelquefois même, cela n'est pas possible. Alors, Satoshi Nakamoto, le pseudonyme qui a créé la crypto-monnaie, a décidé de créer un système qui ferait en sorte que les transactions deviennent de personne à personne. Donc, l'idée première, c'était de rendre les transactions rapides, parce que moi, quand je veux envoyer 1 million, 10 millions, 100 millions aux États-Unis, je le fais en 1 minute. Et puis, la deuxième solution, c'était d'utiliser une technologie en mettant de côté les intermédiaires. Les banques, en voyez-vous, gros. aujourd'hui, si vous voulez faire un virement d'une banque à une autre, ce virement doit passer par une banque centrale qui va confirmer pour arriver de l'autre côté. Mais comment on peut faire ce genre de transaction s'il n'y a pas une banque entre vous? Monsieur Alain Foucault, voyez-vous, nous sommes au XXe siècle. Autant la communication est devenue très très rapide de nos jours, autant les transactions bancaires, financières devraient aussi être très très rapides. C'était ça même l'origine, ou alors le but de la création de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, si vous regardez en Afrique, c'est le même principe que les mobile money ont récupéré. C'est un moyen de paiement. Aujourd'hui, pour envoyer 10 000, 20 000, 50 000 jusqu'à 500 000 à une personne tierce, face-to-face, n'est-ce pas, vous faites des transactions sans plus passer par un intermédiaire. Mais l'intermédiaire reste quand même l'opérateur téléphonique dans le cas du mobile money. Oui, je dis ils ont récupéré une partie, sauf que le Bitcoin, lui, il est international. Le mobile money reste national. Donc, aujourd'hui, à l'international, on n'a plus besoin d'intermédiaire lorsqu'on veut faire une transaction en crypto-monnaie. Ça paraît bizarre, mais c'est ça la réalité. C'est très très bizarre. J'ai envie que vous expliquiez aux nuls comme moi pour qu'ils comprennent. Moi, je sais qu'on a de l'argent quelque part et qu'on l'envoie à un autre endroit en passant par une institution qui va faire la compensation sur place. Là, dans la crypto-monnaie, vous dites, il y a personne, j'appelle un copain et je lui dis, je t'envoie de l'argent, mais vous prenez cet argent où et on le place où? Comment se fait la compensation? Le Bitcoin, les crypto-monnaies s'achètent à travers des plateformes. Aujourd'hui, la plus grande plateforme qui vend les Bitcoins et les crypto-monnaies, c'est Binance. Elle est possédée par un Chinois, Jinpeng Zhao. C'est la première plateforme où vous pouvez acheter les Bitcoins, soit avec votre carte de crédit, soit avec votre carte de débit, soit par virement bancaire. Ou alors, vous pouvez acquérir des bitcoins de personne à personne. Vous voulez les bitcoins, vous me voyez, soit vous me donnez du cash, soit vous faites du virement bancaire dans mon compte, et puis je vous vis les bitcoins. Mais c'est en même temps, excusez-moi, hein, c'est en même temps curieux. C'est-à-dire, je veux acheter de l'argent, en gros, quoi. J'utilise l'argent que j'ai dans la poche pour acheter une autre monnaie, en gros. C'est ça? Alors, pourquoi vous achetez dans le bitcoin? Voilà. Chacun achète le bitcoin en fonction de ce qu'il veut faire. Moi, par exemple, je suis trader. J'ai fait mes analyses aujourd'hui et mes analyses m'ont dit que dans 1 semaine, 2 semaines, le bitcoin va atteindre 40 000 $. Alors, je prends du cash, j'achète les bitcoins. En ce moment, j'utilise le bitcoin comme investissement. Ça devient une monnaie refuge, quoi, une valeur refuge, c'est ça? Pour beaucoup de personnes en ce moment, c'est une monnaie refuge. Voilà pourquoi toutes les grandes banques aux États-Unis, en Asie et même en Europe, l'Allemagne qui devient le plus grand hub d'échange des crypto-monnaies en Europe, le Nigeria, en Afrique, des États-Unis, de l'autre côté là, s'implique désormais dans les crypto-monnaies pour le transformer en monnaie refuge. Parce qu'on s'est rendu compte que pendant cette crise de Covid, tous les actifs financiers sont passés au négatif, sauf le Bitcoin. Pendant cette crise, il n'y a que le Bitcoin qui est passé de 5 800 à 42 000. Ça veut dire que pendant que certains pleuraient que leurs actifs ont chuté, nous qui sommes dans le Bitcoin, nous avons fait des chiffres plus que les années passées. Parce que c'est donc, spéculatif. Chacun achète les bitcoins en fonction de ce qu'il veut faire avec. Là, je me tourne vers M. Didier Lukaku, vous qui êtes le directeur des affaires juridiques et de la réglementation de la CONSUMAF, la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale. Ce bitcoin, c'est une menace, c'est sérieux? Écoutez, en tout cas, ça appelle à réflexion dans la mesure où il s'agit de nouveaux actifs qui sont totalement inconnus dans notre zone. Et quand on regarde un peu la presse internationale, ce sont des outils qui ont défrayé la chronique. Il y a eu quand même beaucoup d'escroqueries. En tout cas, le phénomène est associé à des risques qu'il faut absolument appréhender. Bien sûr, les avantages du système, à savoir la rapidité, comme l'expliquait M. Ouedraogo et M. Sim, les avantages liés à la rapidité des transactions, l'absence d'intervention d'un organe central de contrôle sont quelque part contrebalancés par les risques qui sont associés, qui sont réels, à savoir l'anonymat du système, parce qu'il évolue, il fonctionne entre ses utilisateurs. Cet anonymat est en même temps un facteur de
de danger, en ce sens que ça peut, c'est ce qui a été vérifié, ça peut occulter des risques de blanchiment, des risques d'escroquerie. Alors, vous avez utilisé deux termes, blanchiment et escroquerie. C'est le terme qui revient souvent dans les papiers que l'on trouve. Mais en même temps, et là je reviens vers M. Ouedraogo, vous qui êtes enseignant d'économie, est-ce que c'est sérieux? Et quels sont les avantages pour l'Afrique? Parce qu'on voit les Africains s'intéresser à cela, on voit de plus en plus de transactions sur le continent, notamment au Nigeria, qui sont dans le domaine de la crypto-monnaie. C'est quoi les avantages réels aujourd'hui? Oui, d'abord, j'aimerais dire un mot sur l'intérêt qu'ont certains Africains, notamment les Nigériens, dans cette monnaie. Donc l'idée, c'est de dire que, comme l'idée de départ, il y a quelques dérives, notamment comme vous savez que la monnaie nigériane est une monnaie fluctuante. C'est une le Naira est très fluctuant. Le Naira, voilà. Donc, comparativement à d'autres monnaies de l'Afrique de l'Ouest comme le CFA, qui est stabilisé. Donc ça peut être une raison qui contribue à expliquer pourquoi les Nigériens s'intéressent à cette monnaie-là, parce que ce sont des gens qui s'intéressent de façon générale aux fluctuations des monnaies, notamment de leur monnaie nationale. Voilà. Maintenant, en termes d'avantages, j'aimerais faire une distinction. Il faut faire une distinction entre la technologie utilisée pour diffuser le Bitcoin et le Bitcoin lui-même. Donc la technologie, donc la blockchain, voilà, donc qui est utilisée pour diffuser une monnaie virtuelle. C'est une technologie qui peut être utile. Donc, dans la mesure où cette technologie permet de faire des virements de gros montants à des temps records, comme on l'a souligné. Mais dans le même temps, il faut avoir à l'esprit quelques statistiques, si vous me permettez de rappeler. Lorsque l'on considère l'univers des monnaies, vous avez 89,5% des monnaies qui sont immatérielles. Et dans l'immatériel, vous n'avez que 0,5% qui est virtuel. Le reste, c'est de la monnaie scripturale, c'est les comptes bancaires. Donc, alors pensez à Monsieur Koulibaly ou à Madame, je ne sais pas moi, Madame Daouda qui se trouve dans le sud de Banfora, au Burkina Faso. Quand vous dites 80% de la monnaie est immatérielle, ça veut dire que ce que les banques utilisent tous les jours n'existe pas en papier, quoi. Parce que nous, quand on pense à argent, on pense à l'argent en papier et aux pièces. Ça veut dire que c'est de l'argent virtuel au départ, 85%. Quand je parle de monnaie immatérielle, je veux qu'on fasse la distinction entre les billets de banque et les comptes en banque. Les comptes en banque, c'est des jeux d'écriture dans les comptes des clients, donc les ménages et les entreprises. Donc, lorsqu'on a un compte en banque, madame qui est à Banfora a son compte en banque, elle a un certain montant sur le compte, mais elle ne dispose pas de tous les billets. Donc, ce qui est le plus important, c'est le montant du compte bancaire. Voilà. Et parmi ces comptes bancaires, vous avez les monnaies virtuelles dont fait partie le Bitcoin qui représente que 0,5%. Ce que je veux dire par là, c'est que ça représente une infime partie de l'univers monétaire en général. Mais lorsqu'on fait la distinction avec la technologie utilisée pour diffuser cette monnaie virtuelle, qui est la blockchain pour le cas du Bitcoin, donc cette technologie peut offrir des avantages importants pour le continent. Voilà, donc on a parlé de la possibilité de faire des virements importants à des temps, donc de réduire les coûts des virements à des temps rapides. Ça peut être utile. Donc c'est la raison pour laquelle il y a un plaidoyer pour demander aux banques centrales et aux banques commerciales de s'intéresser à la question plutôt. Donc et ça va permettre, par exemple, à des banques commerciales de pouvoir utiliser la technologie blockchain, non pas pour diffuser forcément du Bitcoin, qui est une monnaie très volatile. Donc l'inconvénient, c'est ça, c'est que du jour au lendemain, vous pouvez tout perdre. C'est important, et on va en parler dans un instant, c'est que vous pouvez avoir beaucoup de Bitcoin, être très riche le matin et le soir, ne plus rien avoir du tout. Ne plus rien avoir du tout. Donc ça, c'est le danger. C'est très spéculatif. C'est très spéculatif, voilà. Donc ça, c'est lié au comportement spéculatif qu'il y a en particulier sur cette crypto-monnaie-là. Mais derrière la crypto-monnaie, la technologie qui est utilisée peut être utile dans un système centralisé et encadré. Voilà. Alors là, tout à l'heure, je parlais de Madame Koulibaly qui est à Banfora, par exemple. En quoi ça la concerne? Pourquoi Madame Koulibaly achèterait du Bitcoin, par exemple? Madame Koulibaly peut avoir intérêt à acheter du Bitcoin, d'abord parce qu'elle se retrouve dans un coin reculé de Banfora et qu'elle n'a pas accès aux infrastructures bancaires traditionnelles. Voilà, elle n'a pas de compte à la banque, oui. Elle n'a pas de compte à la banque, voilà. Et comme elle fait du commerce et son commerce commence à bien marcher, elle commence à avoir beaucoup d'argent, ça devient dangereux pour elle de stocker son argent à la maison en billets. Voilà, donc le fait de pouvoir disposer d'une monnaie, enfin d'un stockage virtuel, ça peut être dans un premier temps le développement. C'est la raison qui peut expliquer déjà dans un premier temps le développement du mobile money, qui est différent du Bitcoin. Là, c'est toujours de la monnaie traditionnelle qu'on utilise
pour véhiculer dans un... Allons jusqu'au bout de la logique. Madame Koulibaly, comme vous dites, a vendu beaucoup de coton, a gagné de l'argent et par sécurité a envie de placer ça quelque part. Comment elle fait pour se retrouver dans le Bitcoin? Très concrètement, là je me tourne vers Monsieur Simb. Pourquoi irait-elle vers le Bitcoin au lieu d'aller peut-être dans un compte d'épargne pour déposer cet argent je sais pas moi, en montant à Bobo Dioulasso? Alors, pourquoi Madame Koulibaly voudrait acheter du Bitcoin? Simplement parce que, un, elle veut garder son argent quelque part, et deux, parce qu'elle veut le fructifier. Donc, il y a certains qui achètent du Bitcoin, qui entrent dans les crypto-monnaies pour le stockage, pour les valeurs de réserve. Il y a d'autres qui entrent pour faire fructifier leurs besoins. Donc, Madame Koulibaly qui est à Banfora, qui veut acheter les bitcoins, effectivement, il faudrait qu'elle contacte déjà la personne qui possède des bitcoins, peut-être parce qu'elle a du cash. Si c'est dans son compte bancaire, il faudrait qu'elle entre... Non, elle n'a pas de compte du tout, Madame Koulibaly. Alors, il faudrait qu'elle se rapproche de la personne qui en possède déjà. C'est cette personne-là qui va lui transférer ses bitcoins dans son compte, parce que cette personne-là, elle sait où aller les acheter. Bon, là déjà, il y a un intermédiaire. L'idée, c'était de ne plus avoir d'intermédiaire. Donc, dans un premier temps, il faut qu'elle vienne vous voir et vous dise, voilà, j'ai de l'argent à la maison et j'aimerais bien le placer quelque part et puis le voir fructifier. Elle vient voir votre société. L'intermédiation ici, c'est beaucoup plus au niveau des validations. Lorsque moi, je possède le Bitcoin, j'envoie à Madame Koulibaly, il n'y a pas d'intermédiaire. Par contre, lorsque j'ai l'argent dans mon compte bancaire, je vais envoyer à Madame Koulibaly. Il y a un intermédiaire qui est la Banque centrale. Ces deux intermédiaires sont très, très différents. Moi, je possède une marchandise qui est le Bitcoin. Je lui transfère ça, peer-to-peer, personne à personne, sans intermédiaire. Ce sont des transactions instantanées. Alors que l'intermédiation dont on parle sur la banque, c'est d'un compte à un autre, mais passant par la Banque centrale qui doit absolument valider. Donc, c'est différent. Alors, j'ai envie de poser la question. C'est que lorsque j'écoute, j'ai le sentiment que ça concerne essentiellement ceux qui ont déjà de l'argent et qui ont envie de placer ça quelque part, que ça ne concerne pas le plus grand nombre. Pourquoi le plus grand nombre s'intéresserait d'un coup comme ça à la crypto-monnaie? Ça concerne tout le monde. Moi, j'ai créé une entreprise en 2017. Ma devise, c'est crypto-monnaie en Afrique, expérimentation, opportunité et challenge. Moi, j'ai commencé à investir dans les crypto-monnaies avec 200 000 francs. Voyez-vous, tout le monde peut avoir 200 000 francs en 2, 3, 4, 5 mois. Les 200 000 francs, quand j'ai acheté les crypto-monnaies, j'ai attendu qu'elles prennent la valeur et ça m'a donné ce que ça m'a donné. Vous pouvez investir dans les crypto-monnaies avec 10 000, avec 15 000, avec 20 000, avec 50 000, avec 100 millions, avec 1 milliard. Tout le monde investit dans les crypto-monnaies en fonction de ses moyens. Maintenant, tout dépend des besoins ou alors de ses objectifs, à court, à moyen et à long terme. Donc, c'est une activité qui concerne tout le monde. Et moi, je suis de ceux qui pensent que les crypto-monnaies peuvent enlever les Africains de l'encadrement financier. Parce que, voyez-vous, tout le monde peut y investir. Tout le monde. Mais vous comprenez, nous, on a du mal à se dire qu'on peut se lever un matin comme ça et puis on a sa monnaie. Et que cette monnaie-là marche, qu'on peut acheter quelque chose à l'autre bout du monde avec de l'argent que l'on a créé qui ne passe pas par une banque centrale. Comment ça marche? Où est le refuge? Qui a l'argent qui permet de dire que moi j'en ai ou pas de l'argent? Le principe de la monnaie, déjà, M. Alain Foucault, c'est la confiance. Le premier principe de la monnaie, c'est la confiance. Voilà pourquoi, lorsqu'on enlève un billet de 10 000 en circulation, on dit ce billet, si on ne le veut plus, on met un autre billet de 10 000, c'est la couleur qui change. La valeur reste la même. Mais on ne fait plus confiance à l'ancien billet. Même si on le jette en route, personne ne va le ramasser. Le nouveau billet qu'on met en circulation, tout le monde peut courir dessus parce qu'on a plutôt confiance à ce billet-là. La crypto-monnaie repose d'abord sur la communauté. C'est un ensemble de personnes qui ont accepté cette monnaie, cet actif comme monnaie. Et désormais, l'acceptent l'échanger contre des produits. C'est la même chose auparavant avec le troc. Avec le troc, on pouvait s'échanger du bœuf contre du mouton. Mais il fallait que moi, j'accepte prendre du bœuf et vous acceptiez prendre du mouton. Aujourd'hui, si vous acceptez prendre le bitcoin contre un véhicule, vous allez l'accepter. C'est comme les mobile money en Afrique. Ce ne sont pas tous les supermarchés qui acceptent les mobile money. Ceux qui n'acceptent pas, c'est parce qu'ils ne font pas confiance au mobile money. Alors ça s'appuie sur la confiance et on va en parler dans la seconde partie de cette émission. On va parler également des risques, parce qu'il y a des risques lorsqu'il y a spéculation. On parlera aussi de la législation. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale pour la suite de ces débats. Restez à l'écoute et à très vite. Le débat africain, Alain Foucault.
Le Bitcoin, qu'est-ce que c'est cette monnaie qui n'en finit pas de monter, qui d'un coup suscite tant d'intérêt en Afrique? Pourquoi cette passion, cet engouement pour elle? Il aura suffi que Elon Musk, le patron de la marque Tesla, y investisse $1,5 milliard $ pour que le coût, qui était déjà très haut, très ascendant, s'envole à nouveau. Plus de $50 000. La valeur d'un Bitcoin au moment où nous enregistrons cette émission. Au-delà d'Amazon, qui veut lancer sa propre crypto-monnaie, comment expliquer l'engouement qu'il suscite en Afrique? Que peut-elle apporter au continent noir? Quels sont les acteurs africains de cette nouvelle technologie financière? Bonjour et bienvenue dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à la crypto-monnaie, avec sur ce plateau plusieurs invités, plusieurs spécialistes et acteurs de cette monnaie virtuelle. D'abord, M. Émile Parfait Simb, le PDG de Global Investment Trading SA, une entreprise spécialisée dans le trading des crypto-monnaies, c'est-à-dire l'achat et la vente en temps réel. Sa société, qui a été élue meilleure entreprise d'investissement en crypto-monnaie en 2019 et 2020, détient désormais sa propre crypto-monnaie baptisée Simcoin, qui est rentrée à la bourse le mois dernier sur le marché russe et est en négociation sur le marché anglais. Elle possède également un centre de formation au trading des crypto-monnaies. Notre second invité est M. Daniel Ouédraogo, professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine, grand connaisseur de crypto-monnaies. Notre troisième invité est M. Didier Lukaku, le directeur des affaires juridiques et de la réglementation de la COSUMAF, la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale. Voilà pour notre plateau. Alors, dans cette seconde partie, j'ai envie que l'on explique clairement à monsieur tout le monde quel est l'intérêt pour lui de la crypto-monnaie. Là, je me tourne à nouveau vers monsieur Simb pour dire, vous êtes en train de faire fortune dans la crypto-monnaie. Vous avez créé votre monnaie à vous, la Simcoin. Aujourd'hui, vous êtes à Douala. Qu'est-ce qui fait qu'un commerçant, un jeune qui a gagné un peu d'argent ou qui a gagné juste un tout petit peu d'argent vienne vers vous? Il faut comprendre que chaque génération dans la vie a ses outils. J'en discutais aujourd'hui avec un camarade où je lui disais qu'il y a eu à un moment donné la ruée vers l'or. Ensuite, on a eu la ruée vers le pétrole. On a eu la ruée vers le diamant. Aujourd'hui, c'est la ruée vers les crypto-monnaies. Vous n'allez qu'à le constater sur Internet, partout dans les réseaux sociaux, dans tous les pays même au monde. La ruée aujourd'hui, c'est vers les crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que c'est l'activité de l'heure. La génération actuelle, dans certains pays qu'on appelle la génération TTC, avec les téléphones Android, doivent utiliser les téléphones pour gagner de l'argent. Alors, le jeune, qu'il soit étudiant, qu'il soit homme d'affaires, qu'il soit n'importe qui veut fructifier de l'argent aujourd'hui ou bien qui veut gagner de l'argent demain, nous on le conseille d'investir dans la crypto-monnaie parce que c'est la seule activité qui vous demande un peu d'investissement après 2-3 ans pour vous voir devenir riche. Prenons l'exemple du Simcoin. Le Simcoin, c'est une crypto-monnaie, la toute première en Afrique francophone, qui a été créée par moi, M. Simb, et qui est cotée en bourse. Si vous partez sur CoinMarketCap, qui est le marché des crypto-actifs, vous allez voir le Simcoin qui a une valeur, je crois, $1,2 en ce moment. Il est entré à $1 le 4 janvier, si je me rappelle bien. Il est coté dans un marché russe qu'on appelle la token. Je crois que d'ici lundi, il sera coté dans Bittrex. Oui, là vous parlez de votre monnaie qui est en évolution. C'est très bien. Mais maintenant, à côté de ça, j'ai envie qu'on soit très concret. Pourquoi quelqu'un viendrait vers vous, là, pour vous confier son argent pour acheter de la Simcoin? Pas forcément nous confier, mais chacun peut entrer en ligne, acheter le Simcoin. Pourquoi? Parce que acheter une crypto-monnaie, je veux vraiment utiliser les termes terre à terre. S'il vous plaît. Acheter une crypto-monnaie, c'est comme acheter un terrain à PK21. Oui, qui est un quartier très très éloigné de la ville de Douala. Voilà. Très éloigné, qui n'a pas encore de valeur. Et là-bas, le mètre carré du terrain coûte, par exemple, 1000 francs, le mètre carré. Vous achetez 10 hectares là-bas aujourd'hui à 100 000. Avec pour espoir que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, lorsque la route va passer, le terrain va prendre la valeur et vous revendez vos 10 hectares à 10 millions, à 50 millions, à 100 millions. Donc c'est de la spéculation. Vous misez sur l'avenir en vous disant dans 2-3 ans, je vais avoir des revenus plus importants parce que j'aurai vendu le terrain beaucoup plus cher. Sauf que j'ai envie de me tourner là vers monsieur Lukaku. Est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que ça présente pas des risques? Est-ce que c'est pas très spéculatif? Quelqu'un ne risque pas de tout perdre là-dedans? Bien entendu. C'est une des raisons qui, justement, explique la mobilisation des autorités de régulation sur le secteur financier. Pour ne parler que de l'Afrique centrale, vous avez la Banque centrale, Banque de la BEAC, la Commission bancaire, la COSUMAF et même le GABAC réfléchissent et entendent mettre en place un cadre de concertation pour, justement, essayer de protéger les épargnants contre ce type de risque.
il y a tout lieu de s'inquiéter de produits qui sont totalement inconnus dans notre zone, mais qui présentent du fait de leur volatilité de véritables risques de perte. Mais en même temps, on a envie de vous dire, vous avez vu arriver cette crypto-monnaie sur le marché. Comment expliquer que la législation soit en retard là-dessus? En fait, l'Afrique centrale n'est pas la seule dans ce cas. Je pense que quand les premières plateformes ont vu le jour aux États-Unis, en Asie, je crois que la réglementation, et même en Europe, il en est de même. Les réglementations, il y a eu d'abord, dans un premier temps, une attitude d'observation, et les premières réglementations sont souvent apparues par la suite. Je pense que la bonne attitude, ce n'est pas d'interdire forcément, mais il faut comprendre le phénomène, parce qu'il n'a pas que des inconvénients, il a également d'énormes avantages, y compris pour le système financier. Donc il faut prendre un certain temps d'adaptation, d'observation, de connaissance de cet écosystème avant de l'encadrer. Alors, est-ce que vous travaillez à l'encadrement de cet écosystème? Là, vous venez de dire que ça présente des avantages. Donnez-nous un ou deux avantages. Moi, je pense que la technologie, dans la mesure où cette technologie nouvelle, dans la mesure où elle s'appuie notamment sur ce qu'on appelle la cryptographie, elle apporte une sécurité dans la conservation des données et donc dans la circulation, dans les transactions qui sont initiées. Je veux dire, un intérêt non négligeable, c'est celui de la fiabilité des informations qui est renforcée. Un autre intérêt, c'est la transparence des transactions. Et je pense que dans différents secteurs du système financier, les acteurs, les intermédiaires des marchés financiers, les banques centrales également, les bourses, pour ne parler que d'elles, peuvent tirer avantage de ces nouvelles technologies dans leur fonctionnement. Alors, lorsqu'on écoute ça, on se dit, vous qui êtes là pour la surveillance des marchés financiers de l'Afrique centrale, vous devrez peut-être accompagner ce mouvement, non? Alors nous, notre attitude a été d'abord d'alerter le public par communiquer sur les risques potentiels associés à ces opérations. Alors il n'existe aucune réglementation, donc on ne peut pas dire qu'il existe des interdictions. Non, il n'y a pas d'interdiction. Il y a juste une attitude d'alerte dans le cadre de notre mission de protection de l'épargne, alerter le public sur les risques éventuels qui sont associés à ces investissements. Alors, Daniel Ouedraogo, vous qui êtes enseignant d'économie et qui, vous aussi, vous investi dans le domaine de la crypto-monnaie, puisque vous êtes également membre fondateur d'une de ces crypto-monnaies qui s'appelle Afro. Si vous avez votre tante, votre oncle, qui dit « je vais acheter de la crypto-monnaie », quel est le conseil que vous lui donneriez? Est-ce que vous lui diriez « attention, vous pouvez en perdre » ou forcément vous allez en gagner? Donc, comme je le disais tout à l'heure, on peut acheter de la crypto-monnaie essentiellement pour deux raisons. Dans un premier temps, pour un motif de transaction, pour échanger contre des marchandises, parce que, évidemment, c'est pas très répandu en Afrique, mais en Europe et en Occident de façon générale, il y a certaines transactions qu'on peut faire avec de la crypto-monnaie. Mais le motif le plus important d'acquisition de crypto-monnaie aujourd'hui, c'est le motif de spéculation. Donc, c'est pour pouvoir investir et puis s'enrichir. Voilà. Donc, si l'idée c'est de s'enrichir dans les crypto-monnaies, ça voudrait dire que le conseil que je peux donner déjà, c'est de dire d'alerter sur les risques potentiels. C'est-à-dire que si vous choisissez d'investir, donc le niveau de rentabilité le plus élevé dans l'univers des crypto-monnaies, c'est évidemment le Bitcoin, mais dans le même temps, le risque associé est le plus élevé. Voilà. Donc vous lui dites, vous allez mettre votre argent là-dedans, mais il faut savoir que vous pouvez aussi perdre cet argent-là. Voilà. Donc, il faut être conscient de ça lorsqu'on choisit d'investir dans le Bitcoin. Alors, concernant l'Afro est ce qu'on appelle un stablecoin. Donc, c'est-à-dire que c'est une crypto qui ne varie pas comme le Bitcoin. Donc, c'est la valeur est stable dans le temps, comme la valeur, par exemple, d'une monnaie comme le franc CFA est stable avec l'euro. Ça veut dire que celui qui investit dans l'Afro ne risque pas de perdre de l'argent, mais il ne risque pas d'en gagner non plus. Non? C'est ça? Voilà, justement. Donc, la création de la fondation Afro, on vise à créer une crypto, pas dans l'objectif d'encourager la spéculation, mais plus pour bénéficier des avantages de la cryptographie dans le continent. Parce que nous pensons que, par exemple, les coûts des transactions, les transferts d'argent de la diaspora sont très, très importants. Alors que le volume de transactions de la diaspora est très très élevé si on le compare par exemple à l'aide publique au développement, il est 2 fois supérieur à l'aide publique au développement. 2 fois, oui. Donc c'est quelque chose qui peut permettre de réduire drastiquement les coûts de transactions et donc d'encourager la diaspora à utiliser une crypto stable pour transférer des fonds et qui peuvent être orientés
et contribuer au développement du continent. C'est ça l'objectif de la Fondation. Je vais résumer un peu en français facile, et vous me direz si je me trompe. Ça veut dire que avec le volume d'argent que la diaspora envoie au pays, vous vous dites, on va plus aller à la poste pour les entreprises américaines et anglaises qui opèrent dans ce domaine-là. On va utiliser la crypto-monnaie pour que vous n'ayez plus à payer les frais que vous payez lorsque vous envoyez à vos parents. C'est bien ça? Tout à fait. Parce que justement, les entreprises américaines essentiellement, lorsqu'il s'agit de l'Afrique en particulier, donc les coûts sont importants et donc ça n'encourage pas. Ça peut être un facteur désincitatif d'envoi d'une certaine somme. Évidemment. Voilà. Mais en même temps, celui qui vient qui dit voilà, ok, je vais envoyer de l'argent à ma grand-mère au village, ou bien je vais envoyer de l'argent pour les soins, puisque généralement c'est pour ça. Comment il fait concrètement? L'idée c'est que nous sommes en train de nous rapprocher des États pour pouvoir expliquer le bienfait. C'est pour ça qu'on fait un plaidoyer pour que les gens s'intéressent à la question, notamment les pouvoirs publics, pour qu'on comprenne que l'idée n'est pas toujours de faire de la spéculation, mais à partir du moment où les gens comprennent le bienfait de cette technologie et des potentialités qu'elle peut offrir, nous serons dans une situation où la faux pourrait être utilisée comme moyen de paiement. Et nous avons des exemples. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons des collaborations avec la Poste qui nous permettent d'avoir... Donc, on peut utiliser, par exemple, de l'afro pour faire des envois recommandés en Côte d'Ivoire. Pour faire des envois recommandés en Côte d'Ivoire. Là, je me retourne vers M. Simb. Dans votre cas, tout à l'heure, vous disiez, on ne peut pas tout perdre. Chez vous, on gagne de l'argent, mais généralement, quand on entend des gens dire, vous gagnez 10, 40, 50% de ce que vous avez misé, on se dit, ça doit être des faits, man. Il doit y avoir une part d'escroquerie quelque part. Est-ce que quelqu'un qui met de l'argent chez vous a une garantie qu'il ne va pas perdre au moins sa mise? Alors, M. Alain Foucault, il faut comprendre que la crypto-monnaie, c'est un métier. Le trading des crypto-monnaies, c'est un métier. C'est pas un jeu comme beaucoup le pensent. Parce que beaucoup y vont juste pour jouer, pour s'amuser. Mais non, le trading des crypto-monnaies que nous pratiquons, c'est tout un métier. D'ailleurs, nous avons un centre de formation à Douala qui forme uniquement sur le trading des crypto-monnaies. À ce jour, nous avons formé plus de 1000 jeunes. Étant conscient du fait que lorsque vous y allez sans maîtrise, sans connaissance, vous pouvez perdre. Nous, à notre niveau, à Global Investment Studio, nous avons créé une plateforme qui s'appelle Yeplimal. Vous partez sur Internet, vous tapez www.yeplimal.net, vous allez voir notre plateforme. Elle vous permet d'acheter votre pack de crypto-monnaies et notre trader trade pour vous. Et à la fin d'année, vous avez votre taux d'intérêt qui varie entre 2 et 37%. Ça fait 4 ans déjà que cette entreprise existe. Ça fait 4 ans que cette entreprise a rendu plus de 5000 personnes déjà millionnaires dans 95 pays au monde. Et donc aujourd'hui, nous conseillons aux Africains, s'ils veulent gagner de l'argent, s'ils veulent placer leur argent, s'ils veulent investir, c'est dans la crypto-monnaie. Monsieur Simb, je vous interromps pas, mais lorsqu'on entend ça, on a connu Madoff, on a connu Madoff qui faisait gagner de l'argent à beaucoup d'Américains et qui leur promettait le rêve. On sait beaucoup de gens qui se sont retrouvés sur la paille, donc on a envie de dire, quelle est la garantie que l'on a? Parce que spéculation veut aussi dire risque. Quelle est la garantie que l'on a? Quelqu'un qui n'a déjà pas beaucoup d'argent, qui dit, je vais voir Monsieur Simb, je vais lui placer mes 10 000, mes 20 000, mes 50 000 francs CFA, en sachant que je ne vais pas les perdre. Alors, je poserai également la question de savoir quelle était la matière première de Madoff. Il n'avait aucune matière première. Nous, notre matière première, c'est les crypto-monnaies. Monsieur Alain Foucault, le bitcoin valait 5800 $. Un bitcoin valait 5800 $ le 25 mars 2020. Et le 30 décembre 2020, ce même bitcoin valait 42 000 $. Non, mais on a bien compris que ça monte vite. On a bien compris que ça monte vite. Mais permettez que celui qui écoute à quelle vitesse ça monte se dit, c'est où le risque? Qu'est-ce que ça cache? Et pourquoi tout le monde ne se jette pas dessus si tout est parfait? Tout le monde n'y va pas parce que tout le monde n'a pas l'information. Voilà pourquoi chez nous, nous avons dit l'information, c'est le pouvoir. Tous ceux qui sont allés dans les crypto-monnaies les 3-4 dernières années sont devenus multimillionnaires. Alors, c'est quoi la garantie? La garantie, c'est votre compte qui est dans votre téléphone. Souvenez-vous que vous avez un téléphone Android qu'on appelle un smartphone. Lorsque vous avez un pack de crypto-monnaies, c'est dans votre téléphone. Lorsque vous achetez les crypto-monnaies, c'est dans votre téléphone. Donc si vous égarez oui, mais ceux qui spéculent ne sont pas dans mon téléphone. Il y a beaucoup de gens qui spéculent sur le marché, ils ne sont pas dans mon téléphone. Parce qu'il s'agit de spéculation quand même. Et là, je pose la question à M. Lukaku. Oui, il faut bien le savoir. Au cœur de cet écosystème, il y a la spéculation. Ça intéresse tout le monde parce que, notamment en Afrique centrale, parce que de plus en plus de gens s'adressent aux plateformes en ayant en tête l'opportunité de se créer des revenus dans l'optique de faire
du chiffre, de faire des bénéfices. Ce qui est normal, tout le monde a envie de gagner de l'argent. Mais maintenant, il faut qu'on ait mesuré le risque. Alors, Monsieur Ouédraogo, y a-t-il un risque? Et peut-être qu'il faut l'expliquer à celui qui met son argent dedans. Pour l'instant, on en gagne pas mal, visiblement. Mais est-ce que y a un risque qu'il se lève un matin et qu'on lui dise qu'il lui reste plus rien? Oui, tout à fait. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, la valeur du Bitcoin n'est pas adossée à un actif réel. C'est pas adossé, par exemple, à l'or, par exemple, comme c'était dans le temps, ou au dollar. Donc, la fluctuation, donc la valeur dépendra du nombre de personnes qui veulent acheter du Bitcoin et de ceux qui veulent en vendre. Donc, c'est ce qu'on appelle le marché de l'offre et de la demande. Donc, l'idée de la spéculation, c'est d'acheter le Bitcoin lorsqu'il va baisser le plus possible et de le revendre lorsque le prix va augmenter le plus possible. Donc, c'est ça l'idée, c'est simple. Mais pour répondre à la question, de façon plus claire, aujourd'hui, il y a des produits d'assurance contre les crypto-monnaies de façon générale. C'est-à-dire que, dans le même temps, on peut acheter une crypto-monnaie, mais aussi, on peut acheter un produit, une option, pour se protéger, une assurance pour se protéger contre la baisse de valeur du Bitcoin, par exemple. D'accord. Voilà. Donc, il existe des produits pour se protéger contre cela, Monsieur Simb. Oui, bien entendu, Monsieur Alain Foka. Comme je vous ai dit, il faut y aller lorsqu'on maîtrise. Lorsque vous ne maîtrisez pas, rapprochez-vous de ceux qui maîtrisent, des entreprises qui maîtrisent pour vous orienter. C'est pas du hasard, c'est pas du jeu, c'est pas un marché où on entre comme ça tout au hasard, non. Et puis le risque, Monsieur Alain Foucault, le risque existe partout. Rappelez-vous que pendant cette crise de Covid, le prix du pétrole est passé au négatif. Rappelez-vous que l'or a chuté. Rappelez-vous que même le marché de l'immobilier a chuté. Finalement, le risque n'existe pas. Un homme d'affaires, quelqu'un qui veut gagner de l'argent, réfléchit une seule fois. Lorsque je mets mon argent ici, qu'est-ce que je gagne en 1 an, en 2 ans, en 3 ans à terme? Le risque, c'est dans tout secteur d'activité. Maintenant, je comprends que les crypto-monnaies ne sont pas encadrées, ne sont pas réglementées. C'est ça qui fait peur en Afrique francophone. Monsieur Didier Lukaku, lorsqu'on écoute ça, on se dit c'est très bien, peut-être les gens gagnent de l'argent, mais il va falloir absolument, à un moment donné, qu'il y ait une réglementation. Vous qui êtes de la COSUMAF, la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, qu'en pensez-vous qu'il puisse y avoir une législation qui encadre tout ceci? En tout cas, en ce qui nous concerne, des réflexions sont en cours et on aura en 2021 de premiers outils, de premières dispositions pour encadrer ce type d'opération. Mais un des objectifs qui est recherché pour justement répondre à cette question des risques, ce sera de s'assurer, puisqu'on nous a dit qu'il s'agit de métier et non pas d'un jeu, eh bien c'est justement parce qu'il s'agit d'un métier. Donc on va considérer qu'on a affaire à des professionnels qui proposent des investissements. Ils vont être certainement placés au même niveau que d'autres acteurs sur le secteur financier qui proposent des investissements sur d'autres actifs, avec notamment un ensemble d'obligations en matière de respect du droit de la consommation, respect du droit de l'information qui concerne les tout professionnels. Alors vous êtes en Afrique centrale et Monsieur Simb également est en Afrique centrale. Vous êtes au Gabon et lui au Cameroun. Est-ce que vous avez un lien? Est-ce que vous ne devriez pas vous rapprocher pour que ce soit réglementé à partir des choses qui existent? Tout à fait. Je pense que c'est l'intérêt du régulateur de discuter, d'établir une concertation avec les acteurs de cet écosystème pour ensemble comprendre ces phénomènes, être à l'écoute des préoccupations de ces acteurs pour qu'on résulte une réglementation. En tout cas, on compte sur vous pour le faire parce que nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. On compte sur vous pour que ce soit réglementé et que les gens y voient clair si c'est une bonne affaire, que tout le monde puisse en profiter. Mais s'il y a des risques, que les gens le sachent à l'avance. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir en discuter. C'est un sujet qui est vaste. On n'a même pas évoqué les différents bitcoins qu'il y a sur le marché, les différentes monnaies qui circulent. Et on en parlera peut-être dans une autre émission ou bien dans un autre cadre plus spécialisé. Merci à vous, messieurs, d'avoir accepté de venir en débattre. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foka, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite. Le coq chante. Le débat africain